sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le site Juste prêt à décréter une grève illimitée. Aya Boun Malik Diop et ses camarades ont marché ce mercredi pour dénoncer le mutisme des autorités face à leurs revendications. Ces travailleurs de la justice appellent l'État à trouver une solution définitive et dans les meilleurs délais. Et à côté du site Juste, Ande Gussum apporte la réplique au ministre de la Santé suite à sa décision d'appliquer une ponction sur les salaires des grévistes. La coalition persiste et signe. Elle continue le bras de fer et annonce déjà un boycott pour les jours à venir. La gendarmerie nationale secouée par une affaire de corruption. Le général Chersen annonce des sanctions contre les fautifs. La corruption, un fléau à combattre selon la société civile. Le Forum civil vient d'ailleurs de clôturer une rencontre avec les élus locaux, rencontre dont les débats ont tourné autour de la question. Les détails au cours de cette édition. Yao, projeté en avant-première au Grand Théâtre, le film de Philippe Godot qui met en scène Omar Sy, personnalité préférée des Français, a conquis le cœur des cinéphiles. Les temps forts de cette projection au Grand Théâtre à suivre dans un court instant. Et puis en sport, l'Angola met fin au rêve de titre des Lionnes. Elles se sont inclinées sur le score de 19-14. Les deux équipes finalistes vont représenter l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde de la discipline prévue en 2019 au Japon. L'invité du 20h, il s'agit de M. Souleymane Niang, nouveau directeur de l'information, de la stratégie et du développement au groupe Futur Média. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, un plaisir de vous retrouver à la présentation de cette édition et tout de suite pour la démarrer, j'accueille notre invité, qui n'est plus un invité d'ailleurs puisqu'il est des nôtres désormais. Bonsoir Monsieur Niang. Bonsoir Sarah. Alors déjà félicitations pour ce nouveau poste, plein succès pour cette mission. D'ailleurs parlant de celle-ci, comment comptez-vous la remplir ? La mission, elle comporte deux volets qui m'ont été confiés par le président du conseil d'administration et par le directeur général, respectivement M. Youssoundour et M. Birandour. Le premier volet a trait à la gestion de l'information. C'est un travail de coordination parce que c'est un groupe de presse qui comporte plusieurs départements et il y a certainement un travail de coordination et une recherche de synergie parce que les ressources sont disponibles, les compétences sont disponibles, le travail se fait normalement. La valeur ajoutée qu'on peut apporter aujourd'hui, c'est de fédérer les efforts, d'optimiser les ressources qui sont mises en œuvre et surtout de créer de la valeur ajoutée. Et c'est la mission qui nous a été confiée. Le deuxième volet de cette mission, c'est le volet stratégie et développement. Qui parle de stratégie, parle certainement de positionnement par rapport à l'environnement général, y compris les concurrents, etc. Et à ce propos, quelles sont, on va dire, vos ambitions pour le groupe Futur Média est déjà leader dans son domaine. D'abord, consolider le leadership, mais aller plus loin. En développant au plan institutionnel, mais également en développant les ressources humaines, le capital humain, en développant bien naturellement les ressources financières. Il y a tout un volet commercial, marketing qu'il faut activer pour créer davantage de valeur et nous allons nous y atteler en groupe et c'est toutes les dimensions de l'organisation qui contribuent à cela. Par exemple, si je prends l'information c'est la denrée de base. Aujourd'hui, comme vous le savez, et ça c'est le volet vraiment stratégique de la question, les informations sont partout, sur les réseaux sociaux, dans les médias, chez les concurrents, une information de qualité différenciée. Et aujourd'hui, le positionnement que nous allons rechercher ensemble, c'est le positionnement sur l'information de qualité. Une information vérifiée, vérifiable, une information pertinente socialement. Une information utile, une information
qui est recherché par les citoyens et qui leur sert à quelque chose. Et pour ce faire, les outils sont disponibles. C'est l'éthique et la déontologie, c'est le professionnalisme et c'est surtout l'innovation. Aujourd'hui, de nouveaux genres émergent. Aujourd'hui, de nouvelles méthodes de traitement de l'information émergent. De nouvelles méthodes de diffusion aussi de l'information émergent. Je n'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, le taux d'équipement, par exemple, des citoyens en smartphone, en téléphone, il faut aller chercher le consommateur sur toutes les plateformes où il se trouve, où il va à la recherche d'une information pertinente. Il y a des méthodologies qui permettent aujourd'hui de différencier le produit que nous mettons sur la table. Le fact-checking, c'est une de ces méthodes, c'est-à-dire la vérification des informations, des déclarations, des prétentions. L'enquête, l'investigation est une autre dimension. L'utilisation des nouvelles technologies pour aller chercher des informations, les traiter et les diffuser, il y a toute une panoplie de choses et je pense qu'ensemble nous allons réaliser des choses assez importantes. En tout cas, nous l'espérons et nous comptons non seulement sur l'ensemble du personnel, mais nous comptons surtout sur l'ensemble de nos partenaires, les parties prenantes à cette organisation, c'est-à-dire les fournisseurs de tout type, nous-mêmes, les clients, les consommateurs, l'État, les personnels, bien évidemment. Et c'est cette fusion-là que nous allons rechercher sans chercher à trouver la quadrature du cercle, mais on essaiera d'optimiser au maximum et je suis convaincu que nous avons les compétences, les ressources, la volonté et le talent pour. Merci beaucoup, M. Niang, et encore une fois, plein succès pour cette nouvelle aventure au sein du groupe Futur Média. À la une donc de l'actualité, je vous l'annonçais en titre, la marche des travailleurs de la justice entamée depuis la place de la Nation. La procession s'est achevée au rond-point d'Oungaï Rose. Le site juste dénonce un non-respect des accords signés avec l'État. Le secrétaire général du syndicat, Aya Boun Malik Diop, et ses camarades fustigent également ce qu'ils considèrent comme un mépris de la part de la tutelle et menacent d'aller en grève illimitée. Je propose de les écouter dans ce reportage signé Kumba Amadlo. Les travailleurs de la justice, main dans la main, de la place de l'Obélisque au rond-point de Douniaï-Comoros. Une doléance, la matérialisation des engagements pris par l'État. Nous avions rencontré le président de la République qui nous a donné sa parole, qui nous avait promis de prendre en charge toutes nos préoccupations majeures. 8 mois se sont écoulés et il n'y a aucun fantôme de matérialisation des engagements que le président avait souscrits. Le secrétaire général du Sud-Just dénonce le manque de soutien du ministre de la Justice. Nous voulons aujourd'hui que l'opinion sache que les hommes et les femmes qui travaillent dans le service public de la justice sont des marginaux du ministère de la Justice. Et leurs préoccupations les plus profondes, les plus sérieuses, ne sont pas prises en compte par le ministre de la Justice. Il déplore également l'attitude du ministre des Finances. Il y a lieu aussi de fustiger l'attitude du ministre de l'économie et des finances. Parce que pour un début d'exécution du protocole d'accord qui avait été signé le 17 août, monsieur le ministre de la Justice, le ministre de l'économie et des finances a ordonné le retrait, je dis le retrait de la mise en solde qui avait été effectuée. Le syndicat des travailleurs de la justice menace d'aller en grève illimitée d'ici la fin de leur préavis, le 27 décembre prochain, si solution n'est pas trouvée. Et autre mouvement d'humeur, c'est ce sit-in de Andegussum ce matin devant le district sanitaire de Nabil Chouker. Une manifestation pour dire non à ce qu'il considère comme étant un dilatoire, une politique de saupoudrage de la part des ministères de l'économie et du ministère de la Santé plutôt. Andegussum a prévu un 17e plan d'action pour contrecarrer les décisions prises et annonce déjà un boycott. La coalition appelle l'État à trouver une solution définitive à cette situation qui n'a que trop duré, selon elle, Aïssatou Gueiba. 16e plan d'action et toujours pas de solution à leurs problèmes. Les membres de la coalition de Gussum alertent concernant le régime indemnitaire qui n'est toujours pas pris en compte. Notre section, le district nord, s'est adjoint à ses camarades
pour dire non au dilatoire, mais aussi à la politique de saupoudrage du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous réclamons que des négociations sérieuses soient organisées dans les plus brefs délais. C'est à cause du dilatoire, mais aussi avec les menaces de l'État qu'on s'est radicalisé et on a boycotté le programme du PEV, mais aussi le PF et les autres programmes. Une majeure partie des services de l'hôpital Nabil Choucair ne fonctionne plus. Seul le service minimum est assuré. Vous pouvez entrer dans le centre de santé Nabil Choucair, vous verrez que pratiquement tous les services sont fermés, sauf les services d'urgence, l'accouchement dans la maternité, les services d'accouchement dans la maternité, mais aussi le bloc opératoire qui prend les urgences. Sans quoi, tous les autres services ont été vraiment à l'arrêt pour les 3 jours de grève. Les membres de la coalition de Gueusseum invitent l'État à des négociations pour une meilleure prise en charge de leurs revendications. Un 17e plan d'action est prévu si le problème ne se règle pas. Et nous restons avec And de Gueusseum, dont le boycott s'étend à l'échelle nationale. À Saint-Louis, les blouses blanches ont remis des glacières et des antigènes du programme élargi de vaccination aux médecins, chefs de district. Ils appellent le ministre de la Santé au dialogue pour résoudre la crise. Je vous propose d'écouter le porte-parole du jour. Il s'agit de Gamoumbouch au micro de Ousseynou Diop. Nous venons remettre les vaccins aux médecins chefs du district. Parce que dans notre plateforme, dans nos points, il est dit de boycotter le PEV, en plus des autres actions que nous avons menées, à savoir les grèves, le boycott d'autres programmes. Mais aujourd'hui, nous venons remettre ces vaccins parce que dans tous les postes et les centres, on ne vaccine plus dans le district de Saint-Louis. Payer les salaires, ça, ce n'est pas une première fois. On l'a déjà subi il y a longtemps, d'autres travailleurs en ont déjà subi. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de voir les revendications et d'apporter les solutions. La solution, ce n'est pas de couper les salaires. Vraiment, ça, on le déplore de façon regrettable. Ça, ce n'est pas la solution. Depuis avril, au moins, nous avons émis une plateforme revendicative soumise au ministre de la Santé. Et depuis ce temps, il n'y a même pas de négociation. Et nous pensons qu'à travers nos revendications, il y a des points sur lesquels, par exemple, le régime indemnitaire ou certaines catégories de personnel de santé ont déjà bénéficié. Et conférence de presse des diplômés de la pêche et de l'aquaculture. Le collectif s'indigne de la surexploitation des ressources halieutiques et face à la presse ce matin. Par ailleurs, les techniciens donc, de ce collectif ont exigé le recrutement de 45 des leurs dans la fonction publique. Une vieille promesse de leur ministre de tutelle. Autre doléance de ce collectif, le financement de leur projet par la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Des détails, c'est avec Maimouna Ndiaye. Des diplômés chômeurs de la pêche et de l'aquaculture engagés pour un objectif commun, le redressement de leur secteur. Le ministre avait pris des engagements fermes pour prendre en charge les préoccupations des diplômés des pêches et de l'aquaculture. Jusqu'au moment où nous vous parlons, le ministre n'a respecté aucun engagement. Une lutte qui ne sera pas aisée, car jusqu'ici, aucun projet n'a abouti. Le collectif national accuse. Le ministre en personne avait promis le recrutement de 45 techniciens de pêche dans la fonction publique. Depuis lors, rien n'a été fait et nous avons eu écho que de recrutement politique ou souterrain dans le secteur de la pêche. Prochaine étape. Nous comptons rencontrer le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, le président du Haut Conseil des collectivités territoriales, les chefs religieux et coutumiers, pour leur porter notre lutte et leur signifier que ce ministre n'est pas un homme de parole et donc n'a pas sa place à la tête de ce secteur si stratégique. À cet effet, nous lançons un appel solennel au président de la République. Il y a un manque criard de ressources humaines au niveau des postes de contrôle et au niveau des directions. Le secteur de la pêche en a besoin d'un recrutement massif. Autre revendication de ces professionnels de la pêche, le respect de la réglementation et l'étude des licences de pêche.
La grève reprend cette nuit, à minuit exactement, à l'APS. Les travailleurs affiliés au Synpics dénoncent les lenteurs administratives et le mutisme de l'État face aux problèmes que vit l'agence. Ils indexent les autorités de leur ministère de tutelle et souhaitent l'arbitrage du chef de l'État. Je vous propose d'écouter Bamba Kassé. Ces propos sont recueillis par Suzanne Sec. Mais la raison, elle est simple. Depuis le 4 octobre et l'arrêté de crédit nous octroyant une enveloppe supplémentaire pour permettre à l'agence de presse sénégalaise donc, de faire face à ses obligations financières dans le cadre de l'exercice 2018. Donc depuis le 4 octobre, aujourd'hui nous sommes le 12 décembre, il n'est pas possible de prendre possession de cette enveloppe. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage, un refus de signature de visa pour transmettre le dossier au ministère des Finances. Il y a le ministère de la Communication qui doit apposer son visa pour dire que cette résolution du conseil d'administration est passée entre mes mains, je l'ai vue, je mets mon cachet, je signe, je vous le transmets à vous, ministère des Finances. C'est ce visa-là qui nous retarde depuis une quinzaine de jours. 70 jours qu'on nous a signifié qu'on dispose d'une nouvelle enveloppe, 20 jours avant que cette année ne se termine, et toujours rien. Donc nous estimons que de toute façon nous sommes dans l'impossibilité de continuer à assurer notre travail, donc nous sommes en grève. La gendarmerie met en garde ses troupes. Aucune corruption ne sera tolérée au sein de ce corps. Le général de division Chersen parlait ainsi de cette circulaire qui fait ravage et qui fait allusion à l'existence de caisses illicites dans certaines brigades. Les auteurs, selon le général de division Chersen, seront identifiés et sanctionnés. Fatou Bintou Conté. Une circulaire faisant état d'existence de caisses illicites dans certaines brigades secoue la gendarmerie. Le haut commandant reconnaît les faits et menace que les auteurs seront sévèrement sanctionnés. 3 brigades sur 120 brigades et postes contre l'institution. Des indices graves indiquant l'existence de pratiques illicites. Ces actes constituent des fautes graves, inacceptables, qui seront circonstanciées et sévèrement sanctionnées. Le général de division Chersen se veut clair. La corruption n'est pas un fait organisé dans la gendarmerie, d'où la circulation de cette note pour faire revenir les gendarmes à l'orthodoxie. Souligner avec force, c'est que la corruption n'est ni organisée ni généralisée au sein de la gendarmerie nationale. C'est l'une des administrations publiques qui sanctionne le plus ces formes de déviance et qui les sanctionne très sévèrement. D'ailleurs, des mesures hardies ont été prises par le commandement. C'est le cas de la création de pelotons de surveillance routière qui sont mis à la disposition de l'inspecteur interne de la gendarmerie. C'est également une meilleure optimisation du temps de présence de nos gendarmes sur les axes routiers. C'est aussi aujourd'hui un projet d'élaboration de dématérialisation du processus de collecte des amendes forfaitaires. Le haut commandant de la gendarmerie était ce mercredi à la foire internationale de Dakar pour une visite de courtoisie. Et parlant de corruption justement pour la société civile, eh bien, le mal doit être extirpé à la racine et des sanctions dissuasives doivent être appliquées. C'est en tout cas l'avis de Chertidiane Jay, ce membre de la société civile et auteur du livre « La corruption dans l'administration » estime que les pratiques sont ancestrales et connues de tous. Il préconise par ailleurs d'éviter de faire des enquêtes qui ne débouchent sur rien. Ces propos sont recueillis par Dissa Prera. Oui, je l'ai vu effectivement et j'en suis heureux. Je salue sa démarche, je salue son courage et je salue la contribution qu'il pose au moins déjà dans ce corps qui est le sien, de poser l'acte qui consiste à vouloir combattre le phénomène du dedans. Il a dit que des enquêtes seront menées pour trouver un peu les espaces dans lesquels ce phénomène opère au niveau de la gendarmerie. C'est une très bonne chose, il faut le dire. Mais ce qui est le plus important, et on attend que le général aille le plus loin possible dans ce sens, c'est de faire en sorte que
puisqu'il est évident qu'ils savent où ça se passe, parce que ce sont des phénomènes que tout le monde connaît. C'est de la routine, c'est devenu très systématique et banalisé. Donc, sachant que à la fois ces caisses dont il a parlé existent, mais il sait déjà où se trouvent les caisses et comment ces caisses fonctionnent, plutôt que d'envisager de mener des enquêtes qui pourraient ne pas déboucher sur quelque chose, il faudrait qu'il pose des actes concrets pour enlever ou extirper cette pratique de l'espace de la gendarmerie. Et puis sachez que le Forum civil a initié une rencontre justement autour de ce sujet, la corruption, rencontre avec des élus locaux en présence de certains membres donc de la communauté afin de les imprégner de l'enjeu de la lutte contre ce fléau. À quelques mois des élections, le Forum civil a jugé utile de parler de cette question afin d'outiller des acteurs de ces élections. Abdoulaye Diallo. Pour outiller les élus locaux face aux défis du développement des collectivités territoriales, le Forum civil a choisi de parler à ces élus des dangers de la corruption. Corruption et gouvernance, parce que nous nous dirigeons bientôt vers des élections et nous pensons que c'était important pour sensibiliser l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans le système, que ce soit les citoyens, les acteurs politiques, surtout les dangers de la corruption, mais aussi qu'ils puissent comprendre aussi quelles sont les institutions au niveau du Sénégal qui sont mises en place pour lutter contre la corruption, mais aussi des institutions internationales, des lois qui répriment la corruption, mais aussi qu'ils comprennent quels sont les enjeux aujourd'hui liés à la corruption par rapport au développement local. Cette activité entre dans le cadre de la généralisation de la certification citoyenne aux communes du Sénégal, qui est un programme financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le Forum civil. Effectivement, ça au niveau des collectivités locales aussi, que les gens sachent aussi les dangers de la corruption, qu'eux-mêmes puissent prendre cette question en charge. Mais aussi, ce qui est plus important, c'est les comités locaux de certification citoyenne. C'est des citoyens des différentes collectivités locales qui sont renforcés aujourd'hui, qui vont mener cette sensibilisation au niveau des communes pour que les gens puissent prendre ce facteur en charge. Nous avons engagé le programme de généralisation de la certification citoyenne. Nous nous sommes rendus compte que parmi ceux qui gangrènent les économies africaines, la corruption en fait partie. Donc nous voulons partager d'abord avec tous les acteurs, parce que pour combattre efficacement ce fléau, il faut d'abord la comprendre. Et dans la compréhension de la corruption, nous essayons de leur expliquer d'une manière très simple quelles sont les formes de corruption que nous pouvons avoir. Des activités de sensibilisation contre la corruption doivent dépasser les 4 murs afin que les communautés s'approprient de ce combat. L'encombrement anarchique a fait une situation qui a préoccupé hier le chef de l'État lors de la cérémonie de dédicace de son livre Le Sénégal au cœur. Aujourd'hui, eh bien, c'est le préfet de Dakar, Djibi Diallo, qui rebondit justement sur cette situation. Selon lui, l'encombrement anarchique est un fait visible et palpable. Il déclare que l'occupation anarchique des voies constitue un réel danger public. Djibi Diallo qui tient tout de même à préciser qu'il ne ménagera aucun effort afin de lutter contre ce phénomène qui détruit le cadre de vie. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Fatima Touré. Et j'ai l'habitude de le dire, l'occupation illégale de la voie publique ne fera jamais de négociation. L'occupation anarchique crée des embouteillages à longueur de journée, ce qui constitue un problème de sécurité publique. Et je dis que si on ne peut pas aujourd'hui régler cette question de l'occupation de l'espace à Dakar, tous les efforts seront vains pour améliorer le cadre de vie des populations. Ce qui fait qu'en tout cas notre combat, comme on l'a toujours en tout cas fait jusque-là, continuera en tout cas tant que nous serons effectivement aujourd'hui ici pour la volonté, suivant la volonté du chef. C'est dit donc que ces opérations qu'on a démarrées, on ne les a jamais arrêtées. Mais ce qu'il faut remarquer, que la répression doit être aujourd'hui la dernière des choses. Il faudrait que les gens prennent conscience que le cadre de vie doit nous permettre aujourd'hui de nous épanouir. Et ce n'est pas parce que seulement il faut occuper anarchiquement la voie publique qu'on va s'enrichir. Je crois qu'il est plutôt quand même important d'abord qu'il y ait une prise de conscience citoyenne, que chacun puisse voir qu'est-ce qu'il peut faire pour améliorer son cadre de vie. D'une part, le respect aujourd'hui des normes d'occupation et surtout la responsabilité individuelle et collective.
Allez, parlons à présent de cette opération de l'armée, la manœuvre nationale Saloum 2018, un exercice qui vise à tester l'interopérabilité des armées de l'air, de terre et de mer. 1724 éléments, 250 voitures et 5 aéronefs ont été mobilisés pour la circonstance. L'opération a été menée par le général de brigade Cheikh Wade, chef d'état-major de l'armée de terre. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia. Les images sont signées la DIRPA. C'est au regard de la recrudescence du terrorisme et de l'extrémisme violent dans la sous-région que le commandement a décidé de jouer les conditions du réel à travers une simulation de guerre. Ayant pour mission de déployer une force d'intervention pour rétablir l'intégrité territoriale, le général de brigade Cheikh Wade Semat, par ailleurs commandant des forces, dès l'entame de la manœuvre s'est rendu dans les différents secteurs où sont installés les GTIA d'intervention, notamment à Kersosé, Ndiafat, Kawil, Passy et Boudoun Serer. À chaque localité, le général Wade et sa suite sont briefés sur le point de situation et le plan de manœuvre par le chef du groupement. Entre autres temps forts, les actions civilo-militaires effectuées par le commandement à Ndramé Escale. Le concept armée-nation s'est encore illustré dans cette partie du Saloum à travers la réfection du poste de santé, de la maternité et de la case des tout-petits. En plus des consultations gratuites qui ont été faites au profit des populations locales, Amidou Diop, maire de la commune de Ndramé Escale, s'est dit très ému de tout ce que l'armée nationale a fait pour sa commune. Par ailleurs, l'esprit civique aussi a été redynamisé. Le dernier jour de la manœuvre a été consacré à l'exercice final, journée à laquelle le général de corps d'armée Cheikh Gueye a pris part en compagnie d'officiers généraux actifs, dont le général de division Cheikh Sen, haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, avant de rallier Ndramé Escale. Là, ils ont dans un premier temps assisté à une séance de lâcher de parachutistes au stade municipal de la localité, avant d'être invités à suivre une démonstration de libération et d'exfiltration d'otages par les forces spéciales. Des prestations techniques et tactiques riches en actions ont plongé le public dans une fierté profonde de voir leur armée à ce niveau de professionnalisme. Au terme de la manœuvre, le général de brigade Cheikh Wade s'est réjoui du bon déroulement de la manœuvre et des résultats qu'il juge probants. Il a d'emblée dressé le bilan de l'exercice tout en confirmant que les armées de terre, de l'air et de mer travaillent mieux ensemble. Saloum 2018, une manœuvre qui vient clôturer une année d'entraînement, a constitué une reprise des exercices de grande envergure qui n'étaient plus conduites depuis plus de 10 ans. Elle a permis au commandement d'évaluer les capacités opérationnelles et logistiques de la zone militaire 3, mais aussi de la force d'intervention. Elle a été clôturée par un défilé à pied, motorisés et aériens des unités participantes. Voilà donc des images de la DIRPA et un commentaire signé Hadia Talla. Une semaine après l'ouverture de la FIDAK, les exposants crient déjà leur ras-le-bol. La clientèle se fait rare, c'est pas encore le grand rush. Et selon ces exposants, le coût élevé des stands leur empêche de rentabiliser les investissements consentis. Ils sensibilisent à la diminution des tarifs et souhaitent le prolongement de la date de clôture à Habib Faye. Un démarrage qui n'arrange pas certains exposants qui se plaignent. La foire internationale de Dakar n'enregistre pas encore le grand rush une semaine après l'ouverture. La foire a ouvert ses portes depuis le 29 novembre et ça doit finir le 16 décembre. Mais depuis l'ouverture, on a constaté qu'il y a un grand désarroi du côté des exposants. On a des problèmes de vente. Tu viens le matin, tu ouvres ton stand à 10 h. Tu restes jusqu'à 17 h, 18 h, tu ne peux même pas vendre 50 000 et 25 000. Ils viennent seulement pour visiter les stands. Les clients n'achètent pas encore à cause de la conjoncture, contrairement à l'édition précédente. Pas de clients, alors pas d'argent, disent-ils. L'organisation de la foire doit être à l'intervalle du 31 décembre. On doit l'organiser à partir du 16 décembre ou bien du 15 décembre pour aller vers le 31 décembre. Contrairement à ces deux vendeurs qui écoulent à bien leurs marchandises. C'est ça qui pose problème, la clientèle. Ça va, ça vient, ça regarde, ça discute, mais ça va. Hein? Tout marche à merveille. Dieu merci, j'écoule bien mes marchandises et je rends grâce au Tout-Puissant, puisque je suis un croyant. Toutefois, ils appellent au prolongement de la date, mais aussi
de diminuer le tarif des stands. Allez, culture à présent avec ce focus sur les manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès qui sont actuellement exposées donc à Dakar dans le cadre d'un vernissage. Les manufactures veulent être plus proches du public. Une autre opportunité pour montrer aux Sénégalais la richesse des œuvres qui y sont exposées. Ibou Diouf y a fait un tour reportage. Dans ce catalogue en savoir-faire, mais aussi l'histoire des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès, plus loin de leur base, une exposition pour montrer une partie de leur savoir-faire au public. En fait, aux manufactures, on a beaucoup de produits, mais le produit phare, c'est la tapisserie murale. Donc la tapisserie, c'est la reproduction de l'œuvre de l'artiste par le tissage. Donc on signe un contrat avec l'artiste, on récupère son tableau et on reproduit 8 fois son tableau. Donc c'est fait à la base de coton et de laine, à l'aide d'un métier à tisser. Les manufactures de Thiès, une maîtrise dans la réalisation d'art majeur, des produits diversifiés, expertise et qualité pour un décor attrayant. Donc c'est une exposition annuelle des manufactures qui ramène ces produits chaque année au monument pour montrer à la population le travail qui se fait là-bas. Le temps de tissage prend des fois 3 mois, voire des années. Ça dépend de la taille et la difficulté de l'œuvre. On veut vraiment que les Sénégalais sachent ce qui se passe par là-bas et ce patrimoine culturel et historique des manufactures. Après plus de 50 ans d'activité, une notoriété des manufactures s'est révélée à travers des œuvres qui ornent les grandes institutions dans le monde. Produits phares qui ornent aujourd'hui le palais présidentiel, l'Assemblée nationale, la primature, les ministères et d'autres organismes comme l'UNESCO, l'EIA, l'ONU et autres. À part ce produit, il y a des produits de diversification. Il y a les tapis de sol et les tapis de prière qui sont aussi faits main. Les manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès, un patrimoine national qui veut être plus proche et plus accessible aux Sénégalais, un savoir-faire artistique bien de chez nous. Et nous restons en culture, toujours avec Yao, donc le nouveau film qui met en scène Omar Sy, l'histoire d'une formidable rencontre entre un jeune garçon de 13 ans et un adulte. Yao fugue pour rencontrer donc l'acteur Seydou Tall, invité à Dakar pour promouvoir son livre après la projection au Grand Théâtre de l'avant-première hier. Quelques réactions, c'est au micro d'Aïssatou Paye et Moulou Diop. Quand Yao rencontre son héros, l'acteur Seydou Tall, va se tisser une relation quasi filiale. Le film est humoristique et tendre à la fois, ce qui a sans doute suscité un vif intérêt chez les cinéphiles, notamment chez le président du groupe Futur Média. J'ai relevé 2 choses très importantes. La première, l'acteur numéro 1 en France, qui tend la main à d'autres acteurs peut-être qui n'ont pas cette exposition et qui nous a permis de voir le talent local avec Germaine, avec le taximan, avec ce garçon Yao. Donc vous voyez qu'il a volontairement essayé de jouer avec des gens d'ici. J'ai vu aussi que nos cinéastes, et je vais juste prendre un film qui est fait par Sawalo Cissé, que j'ai vu ici, que la technique, notre technique, en tout cas notre réalisation, est à la hauteur de ce que je viens de voir qui est au top. Quant à la présentatrice de la matinale Kenkeliba, le film est tout juste. J'ai beaucoup aimé le film. On se retrouve là-dedans en fait, on retrouve le Sénégal qu'on aime et vraiment, exactement le Sénégal des profondeurs, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé. En réalisateur averti, Ben Diogoy Bey parle de road movie. Moi je trouve que c'est un film qui est assez réussi dans le genre de road movie et c'est assez aéré, on a de grands espaces. Hein. Et il y a aussi ce qui est intéressant, c'est que le réalisateur est en français. Il a pris le temps de montrer les espaces sociologiques, hein, pour dire les marchés, comment ça fonctionne, les bruits, les mouvements. Et j'ai trouvé que le jeu de Omar Sy et du petit garçon là, c'était extraordinaire. Et je pense, ce que je veux dire, c'est que ce film
donne à respirer, quoi. On n'est pas enfermé dans un carcan, on se laisse aérer, voilà, c'est ça. Voilà. Omar Sy, le film Yao montre le Sénégal de 2018, mais il tient quand même à préciser qu'entre le personnage fictif et lui, existe quand même des différences. Et puis le groupe Futur Média chez Ahmed Khalifa Niasse, mais aussi la famille du défunt pour présenter donc les condoléances suite à la disparition du patron de Walfadjri, Sidi Lamine Niasse. La famille de Sidi Lamine Niasse qui a justement magnifié cette visite de la délégation du groupe Futur Média. Quant au président du conseil d'administration du groupe, M. Youssou Ndour, eh bien, il a profité de l'occasion pour tendre la main au groupe Walfadjri. Cheikh Diop, Youssou Baro pour les détails. Il est 17h, passé de 30 minutes. Youssou Ndour, à la tête d'une forte délégation du groupe Futur Média, franchit le portail d'Ahmed Khalifa Niasse. Ils sont venus présenter les condoléances à la suite du décès de Sidi Lamine Niasse. ñu ngi lay jaal Sidi Lamine sa rakk ju baax ji na ma ko waxee sa rakk ju am njariñ ji gis nga sëriñ bi barki dem si guddi billaahi wallaahi maa ngi jooy Sidi Lamine ba léegi Mara Dieng mii daf ma yónnee benn vidéo boo xam ne dañuy jógoon ñun dem seeti ji ko ma déglu tuuti li ma wax waaye ma dégluwaat ko j'ai pleuré. Une visite magnifiée par le frère du défunt. Sidi Lamine ci yoonu yàlla la dee bul foog na ñooñu dañoo dee deewuñu ñu ngi dund yàllaa ngi leen di xéewal te ci mbég lañ nekk bàyyi fi lu dul lu rafet te bésam wane na ko yéen nag nekk ngeen toujours premier ndax yeneen groupe de presse yi yéen leen fi jiitu même Walfadjri sax yéen a ko fi jiitu kooku nag li mu wane mooy premier bi nga xam ne yow Youssou yàlla la ko may ci àddina. Après le domicile d'Ahmed Khalifa Niasse, cap sur Sacré-Cœur, chez le défunt, où les membres de la famille ont salué le geste. ba ma yaakaar ne nit bu dee dëkkandooram moo koy doon maasala jibrilu yusini bil jaari hatta fanantu annahu sa yu warisu yow mbooleem dëkkandoor buy dëkkandooru Sidi Lamine rek yow yaa ko gën a jege. L'hôte du jour de la famille du défunt profite de l'occasion pour tendre la main au groupe Walfadjri. ñu ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana te ñu yëg ko fayante léegi nag li ma bëgg wax mooy ñun benn lañu te dinaa faral di dégg benn jëw buñ may jëwee naan Youssou Ndour du wax lu bare waaye lu ma wax def ko lu ma wax dafay fekk mu mën ko nous sommes ouverts ubbeeku nañu ndax cër bi ndax ni ma nekkee seen kilifa ndax référence bi ci kër gi on est ouvert dañoo ubbeeku ngir Walfadjri dañoo tàllal suñu loxo ngir Walfadjri bañ a fay mukk. Partout où la délégation de Futur Média est passée, elle a trouvé des amis et proches de Sidi Lamine et pleuré. Allez, sport et handball avec la fin d'un rêve certainement pour nos Lions qui se sont inclinés devant les Angolais cet après-midi sur le score de 19-14. Une finale âprement disputée entre l'équipe favorite, à savoir l'Angola et leurs challengers. Le sacre des Angolaises est le 13e du genre depuis le début de cette compétition. Les deux équipes finalistes vont représenter l'Afrique à la prochaine Coupe du Monde de la discipline prévue en 2019 au Japon. Et puis sachez donc pour nos Lions cet après-midi avec la perte de cette finale de la CAN 2018 face aux Angolaises, eh bien les Lions Khadatou Sakho et Awa Diop Fall peuvent se consoler en tout cas avec des prix individuels. Pour Sakho, elle vient d'être désignée meilleure gardienne de la compétition, une juste récompense pour celle qui a été élue 2 fois meilleure joueuse lors des 2 rencontres. Quant à Awa Diop Fall, eh bien elle est la vice-capitaine des Lions, elle est nommée meilleure ailière gauche du tournoi.
Et puis deuxième tour de la Ligue africaine des champions. Le Jaraaf est en route pour Casablanca au Maroc et c'est pour faire face au Wydad ce vendredi. L'effectif est au complet et sur une bonne pente. L'équipe médinoise se prépare dans la sérénité et la confiance. Reportage Cheikh Sadibou Diarra. L'ASC Jaraaf prête à relever le défi Wydad Casablanca ce vendredi. Revigorée par une série de bons résultats ces derniers jours, l'équipe de la Médina se prépare dans une bonne ambiance. Le groupe au complet. Après notre brillante qualification à Lomé contre l'équipe l'ASC Koroki de Togo et notre première victoire contre Sonacos, je pense que c'est très bien pour le moral. C'est très bien pour le moral parce qu'on avait besoin de ces victoires-là. Parce qu'une équipe qui est championne du Sénégal, qui a battu tous les records l'année passée, qui peinait à avoir sa première victoire, c'était un peu difficile quand même moralement. Mais comme on nous a cru, on a continué à travailler. Et voilà, ça commence à venir. On est dans le bon tempo pour le moment. Tout le groupe est au complet. Je pense qu'à l'infirmerie, il n'y a personne. Tous les jours sont là. On est prêt pour le défi. La confiance revenue, Malik Daf n'affiche aucune crainte vis-à-vis de Wydad de Casablanca, grand palmarès africain. Il croit à la qualification. C'est une équipe joueuse. Wydad a toujours été comme ça. C'est une équipe qui a un public qui est très chaud, qui est très collé à son équipe. Et c'est le rival de Raja de Casablanca. C'était une équipe qui prenait qui était tout le temps en finale de la Coupe d'Afrique, qui gagnait tout le temps les Coupes d'Asie et autres. Mais maintenant, c'est vrai que le Wydad reste une grande équipe qu'on respecte beaucoup. Mais je pense que le Wydad ne fait plus peur comme avant quand même. En tout cas, nous, on s'est bien préparé. On est conscient que pour se qualifier, il faudra faire un très bon résultat à l'extérieur. On est conscient et vous avez vu même le discours qu'on a fait avec les gauches. Je pense qu'on est prêt. Il n'y a pas de demi-mesure, on est prêt. On va aller se battre, pour essayer de faire un très bon résultat là-bas, essayer de chercher la qualification, de chercher la qualification ici à Dakar, Inch'Allah. L'ASC Jaraaf quitte Dakar dans la nuit de mercredi en direction de Casablanca au Maroc. Elle va y rencontrer le Wydad ce vendredi à 18h pour le compte du deuxième tour de la Ligue africaine des champions. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée.